Beijing des travaux du 7e Forum sur la coopération sino-africaine. 54 chefs d'État et de gouvernement y prennent part, notamment le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Lors de son allocution, le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur les relations fraternelles entre la Chine et l'Afrique, des relations fondées sur un partenariat gagnant-gagnant. Xi Jinping a également évoqué la mise en œuvre de 50 projets dans le domaine de la sécurité et des investissements qui seront financés à hauteur de 60 milliards de dollars. Les États participants entendent atteindre 5 objectifs majeurs. On peut noter entre autres la construction commune de la ceinture et la route de la soie, en plus de l'agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et l'agenda africain 2063. À noter que les travaux de ce forum prendront fin ce mardi 4 septembre. Nous vous rappelons que samedi 1er septembre, le président Azali Assoumani s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. À la table des négociations, le renforcement de la coopération bilatérale entre Pékin et Moroni. Mohamed Demouni Ali revient sur les aspects abordés lors de ce tête-à-tête. Au menu des échanges, les relations bilatérales exemplaires et privilégiées qui caractérisent les deux pays depuis 1975. Le président chinois Xi Jinping a souhaité que son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani, fasse une visite officielle en Chine le plus tôt possible. Le chef de l'État comorien souhaiterait lui aussi recevoir Xi Jinping pour inaugurer le complexe sportif de Maluzini et ainsi visiter les Comores. Pour sa part, Azali Assoumani souhaiterait également que les Comores jouent le rôle de point focal pour la stratégie de développement chinois dans la région Océan Indien. Il insistera sur les relations historiques entre les deux nations dans la mesure où la Chine demeure le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des Comores. Les Comoriens nés depuis 1975 peuvent contempler les œuvres de la Chine dans le cadre de cette coopération visible à travers notamment le Palais du peuple de Mdamba, l'Office de radio et télévision des Comores, entre autres. Revenant sur la question de l'intégrité territoriale des deux pays, le président Xi Jinping soulignera le soutien des Comores sur la question de la mer de Chine méridionale et sur la question de Taïwan. En ce qui concerne l'intégrité territoriale de nos deux pays, nous partageons les mêmes intérêts, lesquels nous devons défendre, dira-t-il, faisant allusion à l'île comorienne de Mayotte. Cette position comorienne est pour plaire au chef de l'État chinois qui partage cette vision de coopération basée sur un partenariat win-win. Il manifestera par la suite sa disponibilité à accompagner l'émergence des Comores à l'horizon 2030 avec la formation. Nous envisageons la possibilité d'accroître le nombre de bourses en faveur des étudiants comoriens. Actuellement, les étudiants comoriens bénéficiaires des bourses chinoises sont au nombre de 170. Les étudiants de votre pays sont les bienvenus dans les universités chinoises. Nous sommes disposés à accompagner également la santé, les médias, l'éducation, entre autres. L'entretien des deux présidents a fait également l'objet de la signature d'une convention devant permettre de transformer la classe Confucius en Institut Confucius. Un don de 100 millions de yuan, soit 6,3 milliards de francs comoriens au profit du développement des infrastructures, a été également annoncé. Le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA a entamé ces tout derniers jours une série d'audits avec les responsables de différentes radios privées. Cette initiative a pour vocation première de les orienter vers le droit chemin. Reportage d'Ahmed Abdallah Husseini et Ahmed Nassor, le compte-rendu de Salima Ahmad Ali. C'est pour redynamiser et améliorer le paysage médiatique que le CNPA, Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, a convié des représentants des médias qui exercent illégalement leur profession en vue de les orienter dans le droit chemin. C'est une façon aussi de leur inviter à s'enregistrer dans le CNPA. Les échanges
ont permis aux responsables des médias d'avoir une idée des structures et responsabilités qui leur incombent. Nous avons compris beaucoup de choses par rapport à notre responsabilité dans le cadre de la communication, surtout puisqu'on parle bien sûr des stations de radio dans le cadre régional. Ils ont essayé de nous clairer sur cette situation, et que ce soit dans l'aspect positif ou dans l'aspect négatif, qui peut attendre dans des conditions d'ouverture d'une radio, parce que là, on a demandé l'autorisation qui n'est pas encore délivrée, mais avant l'autorisation, il y a certaines questions très importantes qui doivent éclairer la SNPA avant, bien sûr, de donner toute une autorisation. Donc cette question, bien sûr, se pose là, une série de questions qui entrent justement dans le cadre de ce projet, les initiateurs, comment on arrivait à mobiliser des fonds jusqu'à l'achat de ces produits, comment le fonctionnement. Donc je crois qu'il y a une série de questions qui étaient très importantes. Et d'ailleurs, ils ont raison, certainement, parce que cela entre dans le cadre de leur responsabilité. Quelles sont donc les procédures à suivre pour l'ouverture des médias? Pour ouvrir un média, il faut absolument une personne morale. Ça signifie qu'une personne physique ne peut pas ouvrir un média. Il faut une personne morale. Bon. Ensuite, il y a aussi des textes qui régissent, dans un premier temps, pour avoir l'autorisation d'avoir une fréquence, il faut dans un premier temps obtenir l'autorisation de diffusion. Et cette pièce est fournie par le CNPA. Muni de votre autorisation de diffusion, vous allez vous adresser à une autre structure qu'on appelle l'ANERTIC, et c'est l'ANERTIC qui délivre l'autorisation de fréquence. Donc, une fois avec vos deux documents, vous pouvez effectivement exercer, ouvrir la station et travailler conformément à la loi en vigueur. Le CNPA a pour mission de garantir la liberté de l'information audiovisuelle, de veiller au respect de la déontologie et d'assurer le contrôle des médias. La Mecque Fumbouni a inauguré un point de service à Ouziouani. Elle a répondu à un besoin manifesté par cette région de Mbadjini-Ouest. Les habitants avaient émis le souhait de voir cette microfinance leur offrir des services financiers de proximité. Reportage d'Ibrahim Kabavo et le récit de Samira Abdoulouahid. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État chargé de la défense qui a inauguré le point de service de la Mecque de Fumbouni à Ouziouani. Il l'a fait en tant qu'ancien président du conseil d'administration de cette Mecque. Il a ensuite effectué une visite guidée de différents services. Une grande cérémonie à laquelle des membres et des responsables politiques et religieux y ont pris part. Cette antenne de la Mecque Fumbouni est rendue opérationnelle dans le but d'offrir des services financiers de proximité à la région. Le directeur de cabinet du chef de l'État chargé de la défense a exhorté les responsables des mutuelles d'épargne et des clients de renforcer leur gestion afin de rendre possible une inclusion financière. L'opérationnalisation de cette agence permettra de faciliter les opérations avec nos membres et par ricochet ceux de Mbadjini-Ouest. Ainsi, nous nous engageons à ce que cette agence devienne la poule aux œufs d'or. Le réseau MEC, à travers ses caisses de base, multiplie ses efforts dans le cadre de sa stratégie d'implantation dans notre pays pour offrir un service de qualité avec des produits et services répondant au mieux aux besoins de ses membres. Beaucoup de membres ont participé à l'assemblée annuelle organisée à Ouziouani à l'occasion de l'inauguration. L'Union de Mecque a félicité Mecque Fumbouni pour ses performances. Elle a pu se positionner à la 5e place des Mecques, dont la gestion est saine. Elle est partie d'un déficit manifeste à un solde positif, en un temps en record avec les félicitations des responsables.
La MEC a été créée il y a 20 ans. 4700 membres travaillent avec cette microfinance. En 2017, 7 millions de crédits ont été attribués à des membres, insuffisants selon l'ancien président de la MEC de Fumbouni, Youssoufa Mohamed Ali. À Mitoudjé, dans la région de Hambou, la MEC a procédé dimanche à l'inauguration d'un bâtiment flambant neuf. La cérémonie inaugurale a servi de cadre pour les représentants de cette institution d'éclairer l'opinion de l'assistance sur la mise en place de ce bâtiment. Reportage de Ben Rachid. La MEC de Mitoudjé vient d'inaugurer ce bâtiment flambant neuf pour le bon fonctionnement de l'administration. Une initiative prise par le conseil d'administration et ses membres actifs. L'objectif de cette réhabilitation, d'abord, c'est le confort de nos clients qui viennent pour les divers services de la MEC, mais aussi pour le personnel qui doit travailler dans de bonnes conditions. Et cela, je pense, va influencer le résultat, la rentabilité, l'efficacité de l'institution. El Habib Seydouahir est réélu président de la MEC de Mitoudjé pour une deuxième fois consécutive. Eh bien, si les membres de la MEC Mitoudjé m'ont accordé une deuxième fois la confiance pour diriger le conseil d'administration et diriger la MEC Mitoudjé, c'est qu'ils ont vu qu'il y a eu un résultat et ils ont vu aussi que nous avons suivi leurs recommandations et leurs décisions qui ont été données en Assemblée générale. Et comme on l'a vu aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer la réhabilitation de la MEC Mitoudjé. Et c'est une décision qui a été prise lors de la première Assemblée générale de mon mandat. Et aujourd'hui, nous atteignons notre objectif. Il faut souligner que les membres de la MEC Mitoudjé ont élu de nouveaux membres du conseil d'administration, une assemblée qui a vu la participation de tous ses adhérents. C'était les images de Abdul Maoujoud. Le comité de pilotage en charge de développement de la localité d'Oussivo a organisé dimanche une rencontre. Celle-ci avait pour objet de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de façonner ses aptitudes et compétences et encourager en même temps celles et ceux admis aux examens nationaux. Reportage de Hakim Place et Ahmad Baraka. Comme à l'accoutumée, à chaque fin d'année scolaire, le comité de pilotage chargé du développement de la localité de Oussivo organise une cérémonie religieuse destinée aux admis des examens nationaux. Cette cérémonie a été marquée par la lecture des versets du Saint-Coran suivie des discours des éducateurs. Chaque fin d'année, après avoir passé aux examens nationaux, chaque village, et Oussivo ne fait pas l'exception, organise des cérémonies d'encouragement aux lauréats des examens nationaux, des cérémonies de remerciement envers le bon Dieu qui nous a offert ce cadeau pour montrer au bon Dieu que nous sommes reconnaissants par rapport à ce qu'il nous a donné à travers nos enfants. C'est une occasion aussi pour faire appel à tous les acteurs dans le domaine de l'éducation, pour partager la joie et pour aussi nous inspirer de leur expérience dans le domaine de l'éducation. Et pour aussi inculquer nos enfants, nos lauréats, nos expériences que nous avons vécues pendant que nous étions des étudiants, alors que nous étions aussi des responsables, des enseignants et des responsables politiques. C'est pour cela que, à ma qualité d'ancien ministre de l'Éducation nationale, je me trouve dans l'obligation de livrer quelques expériences à nos enfants. Les organisateurs de cette cérémonie ont montré l'importance de l'éducation dans un pays tel que le nôtre. Ils ont salué les efforts fournis par les parents en matière d'éducation, vecteur de développement.
La Direction régionale de la santé, à travers le service de vaccination internationale, relance la campagne de sensibilisation sur la nécessité de se faire vacciner avant de voyager. Deux sortes de vaccination restent à réaliser avant le voyage, la fièvre jaune et la méningite. Reportage d'Azra Rimbae et les images d'Amadam Baraka. Appelé aussi médecine de voyage, le Centre de vaccination internationale a pour principale mission la réalisation de vaccins spécifiques pour les voyages. Pour le voyage de courte durée, le voyageur doit se faire vacciner 6 semaines avant son départ, alors que celui de longue durée 2 mois avant le départ. Le concerné devrait amener son carnet de vaccination ou de santé et un compte-rendu médical pour ceux qui disposent de maladies chroniques. Actuellement, 2 vaccins sont obligatoires, la méningite quadrivalent et le fièvre jaune. Selon Ahmedi Ali, responsable de la vaccination internationale, le vaccin contre l'hépatite B va être programmé bientôt car cette maladie se propage de plus en plus. Il fait également appel aux responsables de l'aéroport de faire un contrôle approfondi afin d'arrêter les voyageurs qui ne prennent pas en compte la vaccination car c'est un danger public. Une maison a pris feu ce dimanche à Djumwa-Chongo dans la région de Hambu. Certes, aucune perte humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels causés par cet incendie restent considérables. Reportage de Sofiati Ibrahim, Hadjou Binti Kamal et Salim Ben Abdillah Zarkachi. Tout était parti en fumée, matériel électrique, ménagère et j'en passe, lors de cet incendie qui s'est déclaré dans le quartier de Ribatu à Djumwa-Chongo-Hambu. C'était une maison en tôle de 5 chambres. Les propriétaires de la maison insinuent que l'incendie est dû à un fil électrique de la Mamouy. Ils sollicitent l'aide de la population pour la remise en état de leur habitation. Tenus informés de l'incendie, la Société de l'eau et de l'électricité des Comores, Mamouy, a dépêché un agent pour renouveler les fils électriques. Il a été constaté que l'incendie était d'une grande ampleur, à tel point que les vitres de la maison d'à côté ont été sévèrement touchées. Il a lieu de mentionner aussi que les arbres à proximité des fils constitue un danger non négligeable pour la population. En sport, les Selacantes des Comores sont attendus ce mardi à l'aéroport international Prince Aïd Ibrahim pour affronter les Lions indomptables du Cameroun en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant que le coup d'envoi ne soit donné, le chargé de communication de la Fédération Faisal Moussa a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de cette confrontation Cameroun-Comores. Nous vous proposons de le suivre. Les déroulements vont bon train et nous avons presque à 80% de la mise en place de nos dispositifs que nous avons déjà prévus. Et j'ai eu l'honneur de faire une présentation des travaux qui sont déjà effectués auprès du comité exécutif dirigé par le président Sédari Sedatman. Et nous tenons à informer la population comorienne que l'équipe nationale de Selakant arrive demain mardi à bord d'Ethiopian Airlines aux alentours de 14h. Nous invitons un accueil de masse populaire. Nous invitons les médias, nous invitons notre partenaire officiel Comores Telecom d'être au rendez-vous de l'accueil car ça dégage l'engouement et l'amour des Comoriens envers leur équipe nationale. En ce qui concerne la billetterie, tout est au bon fixe. D'ailleurs, nous avons mis en place des points de vente à Moroni. Au sud, on peut trouver les billets chez Bons Amis, on peut trouver à New Select, on peut trouver des marques chez Nabil, mais aussi à la Fédération comorienne de football. Toutefois, dans les autres régions, à Mitsamiouli, à Mbeni, à Mitsuje, à Dembeni, on peut trouver aussi des points de vente d'achat de ces billets, mais aussi dans les ligues de Nzouani et de Mouali, il serait disponible pour ceux qui sont aux îles afin d'éviter des surprises le jour J du match
de ne pas avoir une surprise comme quoi les billets sont finis. La billetterie est composée à 3 blocs. Nous avons le bloc VIP à 17 500, le bloc de la tribune latérale à 7 500 et les gradins à 4 000 francs. Le Cameroun, l'équipe du Cameroun arrive quand déjà? Jusqu'à cette heure-ci que je vous parle, nous n'avons pas reçu la confirmation de leur plan de vol, mais nous attendons d'ici le jeudi l'arrivée de l'équipe camerounaise. Nous sommes donc appelés à accueillir les Selakantes demain à 14h à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim. Union sportive de Zilimadjou représentera Ngazidja à la phase finale de la Coupe des Comores de football pour avoir battu 1-0 ce dimanche au stade de Moroni à Jesco de Nyumadzaha Bambao, une équipe de 3e division en finale régionale de la compétition. Reportage de Jamalidine Ibrahim et le compte-rendu de Samir Abdelwahid. Placée sous le signe de l'efficacité, sa marque de fabrique, Union sportive de Zilimadjou s'est imposée de justesse 1-0 devant Agesco de Nyumadzaha, une formation de 3e division, et cela au terme d'une finale à Promont disputée. Le seul but de cette rencontre au sommet est à mettre au crédit de Tchenko qui, d'un tir croisé à bout portant, peu avant la pause, ne laisse aux gardiens aucune chance de s'interposer. À la reprise des hostilités, les deux formations se sont certes créées de belles occasions, mais faute de métier, n'ont pu ni alourdir ou ni revenir au score. Lors de la cérémonie de remise des trophées et de médailles par les autorités politiques et sportives, avec à leur tête le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou, l'ambiance était à son comble. Ils ont répondu, même surtout au niveau défensif, par rapport au niveau offensif. Ils ont montré une bonne ambiance sur le terrain. Donc on les encourage ils arrivent à faire mieux pour l'année prochaine. Vous vous sentez comment en phase finale justement de cette Coupe des Comores de football? Pour la phase finale, on va essayer de travailler, mais je crois que c'est une étape. Bon, on attend les phases finales pour la phase nationale. Donc on va essayer de travailler surtout au niveau physique. C'était très difficile. D'autant la victoire est encore plus belle parce que c'était assez compliqué. Certes, c'était pas un match contre un derby ou un match contre un guerrier ou un match contre une équipe de D1, mais c'était aussi difficile. On va se mettre dès demain à l'entraînement en essayant de travailler, de savoir déjà qui va arriver en finale ou qui va gagner les phases régionales dans ces deux îles. Et sinon, on va se préparer comme on se prépare d'habitude, avec un peu plus de concentration. Mais on espère bien représenter Ngazidja pendant les phases finales. À l'occasion de cette finale, le fondateur de l'Union sportive de Zilimadjou, en la personne de Michel Biscay, s'est vu remettre un tableau d'honneur par les dirigeants sportifs du pays pour les efforts accomplis en faveur du football des Comores. Un peu mitigé, il y a de la déception, en plus il y a de la fierté. Ce sont deux choses qui sont antagonistes, mais quand même, je ne sais pas où je dois me positionner, mais je suis très très fier de ces enfants, du club, du parcours, de la confiance qu'on m'a accordée. Comme je vous ai dit dans une autre interview, c'est la magie du football. Mojima, c'est mon équipe, c'est mon équipe pour la vie. Mon père est parti il n'y a pas longtemps et je suis content d'être là aujourd'hui. Je le représente et peut-être que je vais revenir, ça serait bien. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir. Malgré l'ambiance furieuse, mais ambiance aux couleurs de fête, cette coupe régionale restera gravée dans les mémoires des supporters des deux formations. À l'issue de cette rencontre, tout ce beau monde continue de faire la fête aux alentours du stade de Moroni, dans la joie et la bonne humeur, car c'est comme ça que doit se dérouler une compétition de football. Il est à noter que l'Union sportive de Zilimadjou représentera Ngazidja à la phase de la Coupe des Comores de football. Espérons que le fair play régnera toujours dans les stades. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. Campagne de sensibilisation par la Direction régionale de la santé pour lutter contre la fièvre jaune et la méningite, indispensable avant de voyager. Union sportive de Zilimadjou, ambassadeur de Ngazidja à la phase finale de la Coupe des Comores de football.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.